Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien que vous suiviez cette vidéo que j'ai téléchargée depuis les plateformes, qu'on puisse suivre l'analyse de notre grand-mère, notre sœur, notre maman, notre cousine, la plus grande des panafricanistes, Nathalie Yamb. On va voir ici, on va décortiquer comment ils ont tout planifié pour déstabiliser nos États et pour nous mettre encore à terre. Sauf que cette fois-ci, ça ne marchera pas parce que nous sommes ensemble. Je vous retrouve dans la vidéo et laissez-moi des commentaires. Faites liker, commenter, partager et on est ensemble. À très bientôt. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Alors que j'enregistre cette vidéo, une tentative de coup d'État a eu lieu hier au Bénin, symptomatique du fait que tout n'est pas rose bonbon au pays de Patrice Talon. L'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au fond et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur trahison par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grand nombre sur les médias. Elle fait suite à un autre renversement qui s'est déroulé en Guinée-Bissau il y a 10 jours. A Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública acaba de assumir plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. Alors, puisqu'ils sont revenus à la mode et qu'il paraît que j'ai une certaine compétence en la matière, si l'on en croit mes ennemis, je vais vous faire aujourd'hui une cartographie des coups d'État. Et j'espère qu'après avoir regardé cette chronique, vous serez à même de pouvoir vous-même identifier la catégorie dans laquelle placer le prochain qui ne manquera pas d'arriver, vu comment ils sont redevenus tendance. Alors on va y aller de façon très méthodique. C'est quoi un coup d'État? Eh bien, chaque fois que l'ordre constitutionnel est violé, on parle de coup d'État. J'ai pu en identifier 4 catégories. Pour commencer, il y a des coups d'État institutionnels, c'est-à-dire des situations où ce sont généralement les tenants du pouvoir, qui sont souvent des civils, mais pas que, qui s'attaquent à la Constitution pour rester en poste, soit en levant la limitation des mandats, comme Idriss Déby vient de le faire au mois d'octobre au Tchad, soit en changeant de république et en prétendant que cela remet les compteurs à zéro, comme Alassane Dramane Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire en 2016, soit en changeant le type de régime, comme Faure Gnassingbé qui a switché le Togo en régime parlementaire en 2024, ou soit si on est en régime parlementaire ou semi-présidentiel, comme en Guinée-Bissau, en dissolvant illégalement le Parlement pour récupérer les pouvoirs exécutifs, comme l'avait fait Umaro Sissoko Embalo, d'abord en 2022, puis en décembre 2023, après qu'il a été sèchement battu aux législatives au mois de juin précédent. Je ne peux pas terminer cette catégorie sans évoquer le coup d'État institutionnel perpétré par Patrice Talon le 15 novembre dernier, grâce auquel il va pouvoir rester au pouvoir tout en faisant semblant de partir. En effet, la modification constitutionnelle qu'il a opérée sans référendum introduit dans le dispositif institutionnel un Sénat surpuissant qu'il chapeautera, tout en prolongeant la durée du mandat présidentiel du successeur qu'il s'est choisi en prenant soin d'écarter tous les concurrents sérieux de la course et en interdisant toute critique du gouvernement pendant 6 des 7 années du nouveau mandat présidentiel. Tadam! La deuxième catégorie est constituée des coups d'État militaires, c'est-à-dire des situations là où l'armée renverse le chef de l'État. Dans cette catégorie-là, on a 3 cas de figure. Premièrement, celui où le peuple est insatisfait, manifeste son mécontentement, mais le chef de l'État s'obstine à rester au pouvoir tout en réprimant de façon parfois brutale les populations. Comme exemple, je vais vous donner le cas du renversement de Ibrahim Boubacar Keïta par Assimi Goïta au Mali en août 2020. Ou alors, beaucoup plus récemment, celui de Madagascar au mois d'octobre, où Michael Randrianirina a renversé Hans Rajouel. Enfin, renversé, c'est beaucoup dire, parce que le DJ avait fraya. Il avait abandonné son poste en fuyant le pays dans un avion de l'armée française. Donc, Randrianirina, lui, il s'est seulement baissé
pour ramasser quelque chose qui était déjà à terre. Le deuxième cas de figure dans cette catégorie, c'est le coup d'État militaire pour sauver le système. La France-Afrique ayant identifié que la marionnette en place à la tête de l'État ne tient plus les rênes comme il faut, ou alors commence à devenir un peu désobéissante, elle fait appel à un militaire france-africain pour reprendre la main avant qu'un vrai putsch n'intervienne pour enterrer le système. Ces coups d'État sont assez faciles à détecter. Les médias france-africains habituels comme RFI, TV5, France 24, Le Monde, Jeune Afrique évitent soigneusement de qualifier le nouvel arrivé de putschiste ou de junte. Et la diplomatie française et l'Élysée s'empressent d'annoncer leur volonté de travailler avec ou d'aider les nouvelles autorités ou leur soutien au peuple ou à la jeunesse du pays concerné. Un exemple est Paul-Henri Sandaogo Damiba qui avait été activé en 2021 pour faire tomber Roch-Marc Christian Kaboré qui s'accordait champagne et cigares avant midi en étant totalement dépassé par le terrorisme et surtout inopérant face au rejet massif de la France par les populations du Burkina Faso. Un convoi de l'armée française en provenance de la Côte d'Ivoire à destination du Niger, bloqué vendredi à Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord du Burkina Faso. Des milliers de personnes ont décidé de barrer sa route à l'appel de la coalition des patriotes du Burkina Faso afin de protester contre l'insécurité galopante dans le pays. Malgré les accords signés avec la France, le convoi suscite des interrogations. Comme nous le savons, la manœuvre a rapidement avorté. Du côté de l'Afrique centrale, on a l'exemple flamboyant de Brice Clotaire Oligui Nguema au Gabon, qui a été activé en août 2023 en plein processus électoral pour remplacer le cousin Ali Make Noise Bongo, devenu assez rétif avant d'être légumisé par un AVC. En effet, il avait eu le toupet de rejoindre le Commonwealth et envisageait même de permettre à la Chine d'avoir une base navale à Libreville. Sacrilège! À côté de ça, sa femme Sylvia et son fiston Nourdine, en vrai braqueur de grand chemin, s'étaient de facto substitués à lui aux grandes dames des populations dont la colère grondait de plus en plus. Exit donc Ali, place au danseur Oligui, l'homme qui ramène le Gabon aux plus grandes heures de la France-Afrique. En tout état de cause, c'est le système Bongo qui continue. Également, je n'exclus pas totalement que le coup d'État à Madagascar soit aussi à classer dans ce cas de figure. Oui, il peut y avoir des intersections entre les catégories et les sous-groupes. Le fait que le Conseil constitutionnel et le Parlement n'aient pas été dissous, que le Premier ministre de Radzoel ait été reconduit dans ses fonctions, indique clairement que l'ancien système demeure fermement en poste. Ça ne veut pas dire que Randrianirina est forcément un Damiba ou un Oligui. Mais je rappelle que le Conseil présidentiel pour la refondation de Madagascar est composé de 5 colonels. Et il serait intéressant d'évaluer l'attachement à la France et au système des 4 autres qui sont tapis dans l'ombre et qui bénéficient tous les 4 de la préséance, des droits et privilèges de chef d'État au même titre que Randrianirina. Restez concentrés. J'ai failli oublier, mais on a aussi le général Mamadi Doumbouya. Lui, il a l'avantage d'être carrément français, marié à son officier traitant qui est elle aussi une militaire française. Parce que si Doumbouya avait été aidé dans son putsch de septembre 2021 par des copains américains qui voyaient d'un très mauvais œil le papy Alpha Condé dealer les mines avec les Chinois et se rapprocher de Poutine, à la fin, c'est Paris qui a bien tiré son épingle du jeu. Et voilà, abracadabra, les militaires français implantés en Guinée-Conakry. Sékou Touré, paix à ton âme. Enfin, le troisième cas de figure dans la catégorie des coups d'État militaires est celui où l'armée intervient pour sauver le pays. C'est la situation qui s'est déroulée au Niger en juillet 2023, quand le général Abdraman Tiani a renversé Mohamed Bazoum, sans doute l'un des plus pitoyables présidents de la France-Afrique, qui non seulement a passé son temps à dénigrer sa propre armée et son peuple, mais également à dealer avec les terroristes et à brader
les ressources du Niger à ses parrains hexagonaux. Les villes au Niger, ça ne veut rien dire. Des villes comme Zender, des villes comme Maradi, les gens ont un comportement des gens de la brousse. C'est Niamey seulement qui peut être considéré comme une ville parce qu'il y a une composante qui a pris conscience de ce phénomène et qui a tendance à avoir un comportement contrôlé. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. On va nous parler de l'uranium. Oui, ce que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes d'uranium, d'uranate par an. Ce n'est absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan, elle s'approvisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous avons plus besoin que Orano reste au Niger, plus que Orano n'a intérêt à y rester, tout simplement. Le deuxième coup d'État de Assimi Goïta en mai 2021 pour dégager un Bandao qui avait viré sa cutie en un temps de mouvement pour devenir un exécutant zélé des desiderata de Macron est également à classer dans ce sous-groupe. Le dernier exemple, et non le moindre, c'est le coup d'État de septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré pour renverser le pantin france-africain d'Amiba. Les deux derniers sont particulièrement mignons parce qu'il s'agit de coup d'État dans coup d'État. Ces renversements au Niger, au Mali, au Burkina ont tous les trois permis de remettre les pays sur la voie de la souveraineté et de l'émancipation. Ce sont donc des coups d'État salvateurs qui ont mis en place des processus révolutionnaires et dignes. Après les putschs institutionnels et militaires, voici la troisième catégorie. Quand le peuple se soulève et réussit à mettre en déroute le chef de l'État sans l'aide de militaires ni d'acteurs politiques civils. L'exemple parfait est ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2014, qui a conduit à l'évacuation par l'armée française, toujours elle, du tyran et assassin Blaise Compaoré, qui a fini sur les bords de la lagune ébriée à Abidjan, comme tous les déchets politiques de la France-Afrique et les terroristes de la sous-région. Mais comme les constitutions prévoient que le peuple est souverain, et qu'il est difficile de parler de coup d'État dès lors que le souverain décide d'exercer lui-même son pouvoir, nous allons plutôt dire qu'il s'agit ici de révolution. Enfin, la dernière catégorie, c'est l'auto-putsch, la situation où le tenant du pouvoir organise un coup d'État contre lui-même. Oui, oui, ça existe. Et c'est même ce à quoi nous venons d'assister en Guinée-Bissau. Quel est l'intérêt d'un auto-putsch ? Pour avoir une réponse complète, il faudrait poser la question à Umaro Sissoko Embalo, le nouveau migrant qui est passé par le Sénégal avant d'aller chez son papa Sassou Nguesso à Brazzaville avant de continuer sur le Maroc. C'est lui l'auteur, compositeur, producteur, réalisateur, acteur de ce modèle un peu particulier de coup d'État qui est assez facile à identifier. C'est le pseudo renversé lui-même qui appelle toutes les rédactions des médias france-africains pour leur annoncer qu'il a fait l'objet d'un coup d'État avant même que les putschistes n'aient pris la parole. Et alors que lui peut continuer de téléphoner à la terre entière, les putschistes dont le chef est le grand ami de Embalo qui faisait encore campagne avec lui quelques jours plus tôt, se dépêchent de faire arrêter les opposants et de suspendre le processus électoral, c'est-à-dire l'annonce des résultats qui consacrait une défaite assez sèche du président sorti. Embalo avait déjà annoncé les couleurs en 2025. Même s'il ne retournait pas au palais, il ne permettrait jamais que les Domingos et compagnie ou des candidats soutenus par eux prennent sa place. Or, Da Costa est soutenu par Domingos. Un autre élément confirmant l'autoputsch est la réaction française et celle de la CEDEAO. Le silence d'Emmanuel Macron, le grand ami de Embalo, est très parlant. Vous vous souvenez de son agitation et de ses cris d'orfraie quand Bazoum a été renversé? Or ici, nous sommes dans le motus et bouche cousue. Chut. Lui et ses valets de la CEDEAO n'ont pas menacé d'intervenir militairement ni mobiliser des troupes à cet effet.
Les comptes de la Guinée-Bissau n'ont pas été saisis à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ou au Trésor français. Les transactions avec Bissau n'ont pas été interdites. Aucun embargo sur l'électricité, les médicaments, les produits de première nécessité, ni aucune fermeture de frontières n'ont été décrétées. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pourtant, 600 hommes de la force en attente de la CEDEAO, la fameuse force anti-putsch dont rêvait Embalo, sont présents à Bissau depuis 2022, mais ils n'ont pas levé le petit doigt pour empêcher le coup d'État. Pourtant, la CEDEAO s'est rapidement exprimée à propos de la tentative de coup d'État qui s'est déroulée dimanche au Bénin. Dans la déclaration que vous voyez apparaître à l'écran, elle annonce le déploiement immédiat de sa force en attente, celle qui se tournait les pouces à Bissau, composée cette fois de contingents nigérians, sierra-léonais, ghanéens et évidemment ivoiriens pour, je cite, « défendre la constitution et l'intégrité territoriale du Bénin », comme si l'intégrité territoriale, la souveraineté du Bénin avait été menacée par quelqu'un d'autre que par la CEDEAO elle-même. Ce qui s'est passé hier à Cotonou est un précédent très grave. Suivant les instructions d'Emmanuel Macron, qui ne s'en est même pas caché, le président nigérian Bola Tinubu a envoyé des avions de chasse de la Nigerian Air Force pour pilonner les positions occupées par les militaires putschistes, appuyés en cela par l'armée française. Si à un moment donné, j'ai vu des gens s'interroger sur la possibilité d'un auto-putsch de Talon pour rester au pouvoir, la grille de lecture que je viens de partager avec vous suffit pour démontrer le contraire. Au-delà du fait que Talon a déjà sécurisé la continuité de son pouvoir avec son coup d'État institutionnel du 15 novembre, les réactions de la France et de ses valets sous-régionaux ne laissent place à aucun doute. Le Bénin de Talon et Ouadani est et demeure l'élément essentiel du dispositif de déstabilisation du Niger, du Burkina Faso et par extension de l'AES dans le golfe de Guinée avec la Côte d'Ivoire. Cette vidéo est déjà assez longue, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous parlerai prochainement de toutes les manœuvres que l'armée française et des barbouzes français et américains préparent à partir du parc W au nord du Bénin en vue d'essayer de faire chuter la révolution et la refondation entreprise par les généraux Tiani et Goïta et le capitaine Traoré. Par son intervention militaire demandée par Paris, le gouvernement du Nigeria a démontré hier à la face du monde que sa priorité est d'obéir aux injonctions d'un désaxé cocaïnomane caucasien méprisé partout dans le monde, plutôt que de gérer le problème terroriste qui endeuille son pays et la région du Sahel. Pourquoi Bola Tinubu n'utilise pas les mêmes moyens militaires pour mettre fin aux activités terroristes au Nigeria et dans la sous-région? Qu'est-ce qui justifie l'usage de moyens militaires français? Il suffit d'ailleurs de voir les réactions de milliers de Nigérians sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que le peuple du Nigeria n'est pas du tout en phase avec le dealer de drogue d'Azorok à Abuja. Pour finir, il me semble important de rappeler une ou deux choses. Tout d'abord, un coup d'État, qu'il soit institutionnel comme celui perpétré par Talon en novembre dernier, ou alors militaire comme celui qui a eu lieu contre lui dimanche, c'est une affaire interne à un pays. La rupture de l'ordre constitutionnel dans un pays est une affaire interne à ce pays et n'autorise aucune ingérence extérieure. On se rappelle qu'en août 2023, la France et la CEDEAO avaient aussi décidé d'intervenir militairement au Niger pour rétablir l'agent Mohamed Bazoum, mais que cela avait été stoppé net par l'annonce des autorités maliennes et burkinabées qui avaient fait savoir que toute attaque extérieure contre le Niger équivaudrait à une déclaration de guerre contre eux. C'est ça qui avait stoppé l'agression contre le Niger, pour laquelle 2000 soldats français avaient été déployés à Abidjan et dans laquelle déjà Bola Tinubu, alors président de l'association de malfaiteurs qu'on appelle CEDEAO, était la marionnette en chef. Enfin, même si ma position est connue, je vais la répéter encore une fois pour les dissipés du dernier rang.
Je n'ai pas de préférence sur le mode d'accession au pouvoir de nos dirigeants, même si mon rejet des élections en démocratie made in la Baule est légendaire. De nos jours, les coups d'État coûtent moins cher que les élections, aussi bien en termes de budget qu'en termes de vie humaine. Ce n'est pas un débat, c'est factuel. Il suffit de regarder le coût humain et financier des élections en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun pour s'en convaincre. Les coups d'État militaires dans l'AES n'ont pas coûté une vie humaine. Le rappel profite aux croyants. Ce qui m'importe et ce qui devrait aussi vous importer, c'est la qualité de leur gouvernance à la tête de l'État. Si ce sont des dirigeants patriotes et intègres qui travaillent à la conquête de notre souveraineté, à la sécurisation de nos ressources et à l'amélioration des conditions de vie des populations, alors qu'ils soient putschistes civils ou en uniforme ou non, qu'ils soient démocrates ou dictateurs, importe peu. Ils peuvent rester aussi longtemps que nécessaire, n'en déplaise aux Occidentaux qui se font les chantres de la démocratie et sont les premiers à truquer les processus électoraux, à interdire les partis politiques, à censurer la liberté d'opinion et d'expression et même à commettre des coups d'État chez eux, ainsi qu'à leurs perroquets africains tout juste bons à répéter les âneries de leurs maîtres. Je pense que tout le monde connaît ma philosophie. Si l'État est malfaiteur, le coup d'État est salvateur. Peace out.